Merci, monsieur le commissaire. On va pouvoir démarrer. Voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas où vous allez envie. Ah ben, vous pouvez prendre un micro là. Si vous l'êtes moins voilà. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Et comme on se le disait tout à l'heure, toute la journée d'aujourd'hui, en tout cas cette matinée, est partie d'un échange qu'on a eu tous les deux lors d'un dîner, pour le coup, très très agréable dans Dubaï, il y a quelques mois maintenant. Et on s'est dit qu'effectivement, il fallait absolument qu'au pavillon, on marque cette journée de la francophonie. Et je dirais qu'on a pu s'appuyer pour cela sur toutes les institutions, à commencer par les institutions françaises, mais évidemment sur les institutions du monde francophone plus largement, pour organiser cette matinée. Et puis, comme vous l'avez pu le voir, il y a d'autres choses qui se passent au même moment à l'extérieur de ce pavillon, sur d'autres pavillons également. Cet après-midi, ce sera plutôt de manière plus solennelle sur Al-Wasl Plaza et divers lieux de l'exposition. Donc en tout cas, c'est une journée consacrée à la francophonie. Elle est évidemment très importante, et je ne vous apprends rien pour nous, mais d'autres le diront bien mieux que moi, de manière beaucoup plus documentée dans cette matinée. C'est évidemment central pour l'expo. On a un peu plus de 60 pays, je crois, francophones qui ont leur pavillon, qui sont actifs, qui ont toute une programmation événementielle très très riche pendant les 6 mois. Et cette journée, c'est un peu le point d'orgue. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une expo universelle célèbre cette journée internationale de la francophonie. On le doit notamment au fait que les Émirats ont un statut tout à fait particulier au sein de l'organisation et dans le concert des pays francophones ou amis de la francophonie. Et donc, il était important, du coup, qu'on puisse en parler ici. J'ajoute un dernier mot, profitez-en, puisque vous êtes dans le pavillon pour le visiter. On est à quasiment 1 900 000 visiteurs hier soir, et avec des chiffres assez impressionnants ces derniers jours pour les visites quotidiennes. On a cette exposition permanente que vous verrez, notamment avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est quand même un des plus beaux trésors de la francophonie. Vous y verrez aussi, dans un genre un peu différent, Jean-Paul Gaultier, qui est une autre forme de rayonnement dans le monde francophone. Donc en tout cas, profitez-en et surtout profitez de cette matinée. Et merci encore d'avoir organisé tout ça ce matin. C'était précieux pour nous. Mais c'est très précieux que vous soyez là, Éric Linquier, donc commissaire général pour la France sur cette magnifique exposition universelle. Et c'est vrai, vous avez eu raison de nous dire combien elle avait été visitée et combien le pavillon France aujourd'hui est tout à fait à sa place pour fêter, je dirais, tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés, cette journée internationale de la francophonie. Donc bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent de loin, avec les décalages horaires des uns et des autres. C'est courageux pour un dimanche matin, mais voilà, c'est important aussi de vous saluer. Voilà, donc nous allons être extrêmement vigilants sur les horaires, parce que nous avons eu une ambition, c'est d'avoir 4 thèmes différents qui vont s'échelonner pendant cette heure et demie, avec des animateurs de haut rang qui vont me rejoindre au fur et à mesure. Et je vais, une fois que j'aurai terminé ma propre intervention, assurer le suivi des horaires, ce qui ne va pas être le plus facile, mais nous allons nous y engager. Alors, très vite, évidemment, nous ouvrons, et nous ouvrons avec notre grand témoin, Ivan Kabakov, qui, je l'espère, est en direct avec nous. Ben oui. Tu es très... Yvan, tu m'entends ? Ah, pour l'instant, on a le son. Non, on a l'image, mais pas le son. Ah. Ça y est. Bonjour, c'est bon, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, enchanté. Merci. Bonjour depuis Paris. Est-ce qu'on doit présenter Ivan Kabakov ? Je ne crois pas. Comment on te présente aujourd'hui, Yvan ? Alors bonjour, je présente l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde et je devais être avec vous à Dubaï aujourd'hui. Malheureusement, un petit accident au genou ne me permettait pas de faire les tournages des émissions qui étaient prévues aux Émirats. Je ne vous vois pas, je ne vois pas la salle, mais je vous salue, je vous donne un grand salut des locaux de TV5 Monde où je suis ce matin. Merci Yvan. Alors, nous avons demandé à Yvan d'être grand témoin et pour une fois de ne pas être l'animateur, mais celui qui nous dit, qui nous égrène un petit peu son expérience à travers le monde de cette francophonie que nous avons voulu dynamique, innovante et moderne.
Et donc, la francophonie dans tous ses états au pavillon France, c'est maintenant. Alors, Yvan, est-ce que tu as un petit mot à nous dire par rapport à toutes tes expériences, par rapport à cette idée de francophonie contemporaine? Est-ce qu'elle existe? Oui, alors, la francophonie, bien sûr, existe. J'ai la chance et le plaisir de pouvoir voyager tous les mois dans un pays différent dans le monde, qu'il soit francophone, de langue officielle ou pas. Des gens qui ont décidé aussi de faire le choix du français. Et ce qu'on peut remarquer, c'est quand même qu'il y a un vrai dynamisme, un vrai désir aussi de parler français, de s'exprimer en français, de faire des choses en français, d'agir, de créer en français. Et oui, alors, il y a un rapport qui est... Ah, je t'ai perdu. Dans le monde. Yvan? Ah, oui, pourtant je parle. Yvan? Oui, je suis là. Voilà, Vous on t'avait perdu, vas-y. Non, je disais qu'il y avait un rapport. Ah, vous me perdez. Un rapport qui est sorti donc avant-hier sur l'état de la langue française dans le monde, qui est bien sûr Absolument. un état quantitatif. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement il y a des zones où on a pointé du doigt, notamment l'Europe, où la francophonie est peut-être moins parlée qu'avant, parce que pour des questions d'accès aussi aux langues étrangères dans les systèmes éducatifs européens. Mais en fait, il y a vraiment un dynamisme sur tous les continents. Alors bien sûr, d'un pays à l'autre, c'est différent, mais dans le cadre de mes tournages, dans le cadre de mes voyages que je fais à travers le monde, je vois qu'il y a toujours une appétence, en tout cas pour un multilinguisme, c'est-à-dire pour une autre langue. Et que la francophonie, pendant très longtemps, a été une sorte de porte-étendard du multilinguisme. Et puis ça porte aujourd'hui ses fruits. On sent bien qu'il y a une volonté d'aller au-delà de l'anglais notamment, et puis de parler plusieurs langues. Donc il y a un mouvement plus global, on va dire, qui est celui du multilinguisme. Le monde est bien mondialisé aujourd'hui, on le sait encore plus ces dernières années. La question des langues et la question de la langue française est dans beaucoup d'écoles quelque chose de très important. Et on sent bien qu'il y a un besoin d'ouverture, un besoin d'élargir les horizons des enfants, des étudiants, du monde professionnel, et ça passe aussi par les langues. Merci Yvan. Écoute, c'est une très belle introduction, je pense, qui croise tout à fait les ambitions de cette agora. Donc on va le retrouver évidemment, chaque animateur aura l'occasion de l'appeler au fur et à mesure de nos interventions sur cette agora. Alors il n'y a pas de francophonie sans culture, et Benjamin nous le dira encore plus tout à l'heure. Néanmoins, j'ai voulu mettre à l'honneur pour la 4e fois une artiste très atypique, très singulière, puisqu'elle dit « Dans mes tableaux, je mets en scène les mots de l'actualité pour dessiner l'époque. J'écoute ainsi le bruit du monde. » C'est Jeanne Bordeaux. Donc Jeanne Bordeaux va être en direct dans quelques secondes avec nous. Avant cela, je voulais vous présenter rapidement son œuvre de cette année, puisque depuis plus de 10 ans, elle fait une quinzaine de tableaux qui racontent l'année et les mots de l'année qu'elle va picorer comme ça dans les médias et dans les journaux et tous les supports des médias. Donc c'est vraiment intéressant, et surtout Jeanne, puisque nous sommes dans ce moment de la francophonie dans tous ses états, c'est la 4e édition. Les 3 premières éditions avaient eu lieu au Conseil économique et social français à Paris, et depuis le début, elle nous suit, elle nous offre entre guillemets un tableau qu'elle explique. Et donc nous allons passer cette petite présentation de son œuvre. Ensuite, le choix du tableau pour cette année et une intervention rapide de sa part pour nous l'expliquer. On retrouve les 10 à 12 tableaux créés chaque année et qui comptent l'atmosphère sémantique de l'époque. Chaque tableau coagule 80 à 100 mots. Mais il est visible aussi que la Covid a touché chaque thème, donc tous les tableaux peuvent se répondre les uns les autres. Ils vivent séparément, mais ils ont une cohérence. On débute par l'économie, par exemple. Eh bien, que voit-on? Les crypto-monnaies. On voit en même temps les prix flamber. On voit que derrière tout cela frissonne une révolution quantique. En même temps, on a toujours des scandales. On a eu les Pandora Papers. Et on sent qu'il y a 2 mots qui sont très importants dans l'économie, c'est pénurie et plateforme. Quand on passe au développement durable avec cette tragédie verte, eh bien, les mots s'enflamment. Et c'est de pire en pire.
Les années d'avant, on avait feu. L'an dernier, on a eu méga feu. Cette fois, on a brasier. La vitesse de l'extinction des espèces est inédite. Bref, il est tragique. La Terre hurle. Si on passe aux femmes, par exemple, dans ces milliers de mots avec lesquels je vis, on sent que les féminicides est toujours là, on voit l'écoféminisme toujours présent, mais on a le rappel pour la bagarre à propos de l'avortement des 343 salopes parce qu'elles ont repris le combat. En même temps, là, on sait effectivement qu'il y a une baisse de la fertilité et on a l'impression que les mâles et les hommes sont en désespérance. Pour autant, y aura-t-il encore du masculin-féminin puisqu'on voit qu'on a un vestiaire dégenré et qu'on a une mode non binaire. Donc beaucoup de questions de société tournent autour du tableau femme. Quand on passe justement au tableau société, il est un de mes favoris parce qu'il résume beaucoup des thèmes de tous les autres tableaux. Et on le voit effectivement, on va quand même avoir le pass sanitaire, on va avoir des mots qui expriment ce racisme effervescent, un mot terrible avec négrophobie. En même temps, on a la vogue du local qu'on pourrait retrouver dans le tableau ressources humaines et le tableau sur le travail. On voit bien qu'on est en surtension et effectivement, la France s'épuise. On a le mot qu'on a trouvé terrible et discutable qui est grand remplacé. C'est un tableau qui est le tableau mémoire de bien des phénomènes de l'année. Il y a un tableau à regarder peut-être dans notre promenade sémantique de ce début d'année, c'est le tableau politique. Parce qu'on va avoir une élection présidentielle. Et que voit-on? On voit effectivement que Jupiter, notre président Macron, est redescendu. Il n'empêche, on a beaucoup commémoré, on a parlé de De Gaulle, on a célébré Hubert Germain, on a reparlé de Samuel Paty, et autour de M. Macron cette année, la sémantique et le vocabulaire étaient plutôt Macron impérator. Ce qu'on voit, c'est que notre président semble coupé parce qu'il a une double vie de ce qui se passe là-haut, bien qu'il le suive, et il est là, en bas, avec nous, mais en train d'être perplexe face à sa crise sanitaire. Ça nous amène, puisque la roue tourne, à un débat et un sujet qui est le Covid-2. Il n'y aura peut-être pas de monde d'après, parce qu'il y a eu une troisième vague, une quatrième vague, une cinquième vague. Donc on voit bien qu'on est menacé de reconfinement, que plus qu'une crise grave où nous sommes encore une fois tous épuisés, on ne parle beaucoup moins des soignants et on va parler de sauver l'hôpital. Les mots ne sont pas les mêmes. Le vaccin est arrivé en début d'année 2021. Il fut un des sujets, alors que l'an dernier, on nous parlait du professeur Raoult et de la chloroquine. C'est ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est la mémoire sémantique des émotions d'une année. Voilà. Juste comme ça, pour partir un petit peu avec Jeanne Bordeaux, que nous retrouvons, si j'ai bien compris. Oui, Jeanne, merci d'être avec nous ce matin. Et donc, on va projeter le tableau des verbes, je crois, en même temps. Et Jeanne, pour ne pas perdre de temps, parce que nous sommes très, très serrés, merci infiniment. Alors, dites-nous quelques mots sur ce tableau que nous avons choisi pour un petit peu, je dirais, illustrer notre matinée. Alors, il est comme les autres, un paysage de mémoire. Et bien qu'il soit composé de façon libre, le sens est très clair. On a toujours, chez les journalistes, depuis 15 ans que je travaille, le verbe sauver. On a une première constante dedans, vacciner, déconfiner, retrouver des liens, résister. Et vacciner est vraiment un verbe de 21 qu'on n'avait pas l'année d'avant. Ensuite, on a une famille de verbes avec protéger, réduire, relocaliser, recycler, restaurer, verdir, peut-être un mot un peu plus poétique, refleurir. Au milieu de tout cela, les médias sont vraiment la sensibilité de l'année, d'un moment et d'une époque. On a transformé règne depuis au moins 5 ans. Transformé, échangé. Et on a une valse dans les verbes des re. Un des verbes fétiches de notre président de la République est réinventé. Il a commencé d'apparaître dès 2016 et on le voit accompagné sur ce tableau. Encore une fois, je ne dessine qu'avec des pigments que je fabrique et ces mots collectés nuit par nuit dans les médias chaque année. On retrouve revivre, redécoller, repenser, revaloriser, redémarrer, renouveler, se refonder.
On voit bien cette valse des re est d'une forme de révolution et de changement d'époque. Évidemment, on a un verbe terrible qui nous brûle et tague la mémoire, qui est le verbe ensauvager. Bien sûr, quand je compose, je passe beaucoup de temps, et ce verbe ensauvager, je l'ai mis exprès à l'envers, tellement peut-être il fait un peu mal à regarder. Mais ça n'est pas étonnant, parce que c'est une année où on a entendu parler de violence, de rixes, de rodéo. Il y a eu les Black Blocs, il y a eu les bonnets rouges. Cette œuvre donne la mémoire des temps où on va se servir des mots. Et il est vrai que je collecte ce qui est répété dans l'année et les mots qui sont les plus rares. Et évidemment, c'est une impression quand même d'artiste. Je suis linguiste au départ, je fais des travaux quanti, mais pour, je veux dire, des entreprises pour lesquelles je travaille. Là, c'est un moment la nuit, en feuilletant la presse qu'un Français peut lire, un Français normal, moyen, ça n'est pas toujours forcément une presse trop recherchée et trop intellectuelle. On trouve ce climat sémantique qui est mémoire, qui est un travail d'entomologiste, parce que qui se souvient de mots, par exemple, comme... Alors souvent, hélas, hélas, il y a aussi des mots anglais, bankster, ou qui se souvient de vous, vous et là, qui se souvient de quenelle. On n'a jamais autant brassé de mots, 80 000 mots dans le dictionnaire, nous parlons avec 3 500 mots, mais on voit par cette œuvre beaucoup de mots nouveaux apparaître. Par exemple, tous les préfixes. On a été dans l'année des hyper, et on est hypersensible, on est hyper fragile. On a eu des tech aussi, avec beaucoup de mots qui en suffixe avec le mot tech. L'intérêt, c'est au fond, pour moi, l'écriture et le langage dessinent la pensée. Et c'est Jean Pruvot, un de nos grands lexicologues, a dit que j'étais, je ne sais pas si vous en jugerez comme tel, une lexicopicturaliste. Intéressant ce verbe, je vais reboucler sur cela, des journalistes... Oui, on vous quitte ensuite, Jeanne. Qui ne sont pas conscients, qui est le verbe sauver. Il est constamment présent et finalement cette œuvre le signale, alors qu'on n'y fait plus attention. Il n'y a pas un titre de la presse économique qui n'utilise pas chaque semaine le verbe sauver. Merci, je suis désolée de ce temps de parole contraint, mais c'est déjà une très belle opportunité et fenêtre sur tout ce travail et cette langue française. Merci infiniment, Jeanne. Donc, les tableaux de Jeanne sont bien sûr exposés. Ils font partie aussi, vous pouvez les retrouver sur Internet et vous pouvez également la contacter si vous souhaitez en acquérir. Voilà, c'est un magnifique travail que je voulais vous présenter parce qu'il est tout à fait original. Et je ne perds pas de temps pour ouvrir la première séquence autour de l'éducation, la langue française et la jeunesse. Et ça va me permettre de me présenter, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je suis Marie-Béatrice Levaux. J'ai été pendant 10 ans conseillère économique au Conseil économique et social français en charge de la francophonie. J'y ai porté un avis en 2018 sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique avec mon ami Thierry Corneiller qui est ici présent. J'ai également porté les résolutions en vue des sommets, celui d'Erevan et nous l'espérons, celui de cette année. Et j'ai à chaque fois porté l'enjeu de la société civile dans, je dirais, le grand concert de la francophonie, qui ne peut pas être qu'un objet institutionnel et gouvernemental. Nous considérons véritablement que les citoyens, et en particulier la jeunesse, sont, je dirais, ce qui rendra contemporain la francophonie. Et ça a été, je dirais, tout le combat que je mène sur ce sujet, et j'ai terminé avec un petit plaidoyer qui est sorti il y a quelques semaines, plaidoyer pour une francophonie citoyenne. La France a rendez-vous avec la jeunesse du monde. Voilà, ça c'est pour moi, c'est fait. Je vais demander à mes jeunes ambassadeurs, parce que je suis très très fière de les avoir là, de bien vouloir me rejoindre, parce que l'important dans cette première partie, avant de laisser la parole à Amélie, je vous en prie, venez me rejoindre. Voilà, ainsi que David. Voilà, ils vont monter sur scène et je vais vous dire, ils n'en croient pas leurs yeux aujourd'hui. Il y a près d'un an, en mars 2021, au Conseil économique, social et environnemental français, nous avons travaillé avec la jeunesse et nous avions fait tout un ensemble d'échanges. Il y avait une trentaine de jeunes qui étaient présents pour échanger avec nous sur qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre la francophonie moderne, utile, contemporaine, intéressante, et comment on peut arriver à faire comprendre à la jeunesse du monde francophone qu'elle a un bijou entre ses mains qui est la langue française.
tout cela, on a parlé et on a décidé de travailler pendant 1 an sur la charte du jeune ambassadeur francophone. On a travaillé ensemble, par web binaire, vous m'excuserez ce terme, pour aujourd'hui, et on s'est retrouvés tous les mois et on a fabriqué notre pelote pour arriver quand même à la charte. Je crois que David en a dans les mains et pourront vous être évidemment après distribués. Un logo qui était juste avant, mais que vous avez vu, qui est si on peut juste me remettre le logo, je ne sais pas si c'est possible, au moins pour dans la séquence. Voilà. Écartez-vous juste quelques minutes. Ce logo a été dessiné par les jeunes. Il n'a pas été retravaillé par un graphiste pour le modéliser. C'est exactement ce que vous avez voulu. C'est-à-dire, ce sont les élèves du collège et lycée européen de Villers-Cotterêts qui l'ont dessiné pour le compte de leurs collègues ambassadeurs. Et donc, vous voyez, en lui-même, il dit tout. JAF, c'est leur expression. Et l'année 2022-2023, parce qu'ils partent pendant 1 an avec ce titre de jeune ambassadeur francophone. Ils sont parrainés et marrainés, si vous me permettez l'expression, par des institutions, par des collectivités territoriales, par des associations. N'importe quelle structure peut décider d'avoir un parrain, de parrainer ou marrainer un jeune ambassadeur francophone. Nous en avons au Cameroun, nous en avons à Villers-Cotterêts, nous en avons à l'île de la Réunion, nous en avons au Liban. Et donc voilà, ils déposent aujourd'hui le travail d'1 an et leur ambition, c'est d'avoir des milliers de jeunes ambassadeurs francophones dans le monde. Et Gaël de Maisonneuve, qui est présent, dira des choses sûrement tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, mais nous avons été soutenus par le ministère des Affaires européennes et étrangères de France. Nous avons été également soutenus, et maintenant c'est le partenariat, je dépose auprès de David, donc le projet qui est repris par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bref, nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que nous avions proposé il y a 1 an. On l'a imaginé, ils l'ont fait, et maintenant la parole est à eux. Allez, vous vous présentez. Voilà, merci. Rapidement. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, ne vous inquiétez pas, ça marche. Alors, je m'appelle Anastasia et je suis parrainée. Non, mais ça ne marche pas. Hein. Non, non. Tenez. Merci. Donc, je m'appelle Anastasia et je suis parrainée par la Commission nationale française pour l'UNESCO. Et par ailleurs, j'enfile ma 2e casquette parce que je travaille pour la Commission nationale française pour l'UNESCO qui patronne cet événement. Le haut parrainage est effectivement aujourd'hui de cette agora par votre institution. Voilà, par la Commission. Et donc, j'en profite pour remercier les organisateurs, pour remercier Madame Levaux, l'APF, pour ce bel événement et le pays hôte également, avec qui on a un partenariat voilà, qui est mis en place avec la Commission nationale pour l'UNESCO des Émirats arabes unis. Donc j'enlève ma casquette. Voilà. Alors une petite mission rapide. Voilà. Alors moi je suis chargée de mission Club pour l'UNESCO, qui sont des associations qui mettent en place des projets en rapport avec l'UNESCO et ses activités et ses valeurs. Et je tiens à développer la francophonie au sein des activités de ces associations. Merci. Allez-y, vous savez. Ok. Allez-y, présentez-vous. Déjà, rebonjour. Moi, je m'appelle Yvan Brice Melingui. Je viens du Cameroun, plus précisément de Yaoundé. Je suis étudiant en microbiologie à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Alors, comme Madame Marie-Béatrice vous l'a dit, jeune ambassadeur, porteur d'un projet parrainé par l'association 3 Lys Simalène basée à Yaoundé, qui est d'ailleurs la maison de la francophonie de Yaoundé. Et mon projet, comme je vous le dis, s'appelle Ma planète francophone, né dans le but de soutenir la vision du développement durable de la francophonie. Alors, en quelques mots, mon projet consiste à aller à la rencontre des jeunes pour leur soumettre des idées de recyclage, pour leur donner des conseils en ce qui concerne l'environnement, et aussi à travers les créations que nous mettons à leur disposition, en éveillant leur esprit créatif,
on leur permet d'améliorer leur situation Voilà, financière c'est à dit. travers des... Je suis obligée de m'arrêter, mais on a compris. Vous retrouverez tout cela dans le document tout à l'heure. Merci Yvan, mais je suis obligée d'être très rapide. Allez-y. Oui, bonjour, je vous remercie. C'est un honneur d'être avec vous tous ici à l'occasion de cette journée. Je m'appelle Marie-Alna, je suis parrainée par Madame Natacha Kliss du Comité olympique français. Je suis partie en mission d'1 an pour l'Association francophone des comités nationaux olympiques en travaillant sur des thématiques de jeunesse, sport et francophonie. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel sur ces thématiques-là, notamment au regard de tous les événements sportifs qu'il va y avoir dans les espaces francophones. Je pense bien sûr à Paris 2024. Évidemment, les Jeux paralympiques et olympiques 2024, mais également les Jeux de la Méditerranée d'Oran, les Jeux de la jeunesse. De Dakar à Kinshasa, il y aura beaucoup à faire et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces questions-là. Je vous remercie et bonne fête de la francophonie à tous. Merci. Bonjour à tous et bonne fête de la francophonie. Je m'appelle Massaro Pemo Rebecca Fabiola, je viens du Cameroun, précisément de Yaoundé. Je suis étudiante en communication et action publique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Alors, en tant que jeune ambassadrice francophone, le projet que je pose s'intitule « Ma bibliothèque mobile ». L'objectif du projet est de réhabituer et d'initier les jeunes à la lecture sur papier. Et le projet s'inscrit dans la promotion de l'éducation, des valeurs telles que l'éducation, la diversité culturelle et la promotion de la langue française, qui sont les valeurs partagées par la francophonie. Donc, le projet s'inscrit aussi dans le contexte camerounais, selon lequel il n'y a pas assez de bibliothèques scolaires. Donc, le projet sera vraiment une aubaine pour les jeunes camerounais. Merci. Merci infiniment d'être venu aussi de si loin pour nous rejoindre ici aujourd'hui. David, pour conclure. Oui, bonjour. Voilà. Je m'appelle donc David Lepsiger et je viens de l'APF et je suis chargé donc d'accompagner ces jeunes pendant cette année et leurs projets. Et on va tout faire pour faire des belles choses tous ensemble. Donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie, on écoutera tout à l'heure Jacques Rabal, et vous êtes conseiller du réseau des jeunes parlementaires et vous venez de vous investir dans ce magnifique projet des jeunes ambassadeurs. Alors, au-delà des personnes que vous voyez, nous avons bien sûr, vous l'avez compris, le Cameroun. Nous avons également l'Office franco-québécois pour la jeunesse, Francophonie sans frontières, l'UNESCO, nous l'avons vu, le lycée européen de Villers-Cotterêts, qui a été très engagé avec une dizaine de jeunes ambassadeurs. Vous retrouverez tout ça dans le petit document. L'Association francophone d'amitié et de liaison, qui est derrière moi, la FAL, qui a également parrainé 2 ambassadeurs. Le Collège Notre-Dame de la Délivrance au Liban, qui a également parrainé 2 ambassadeurs avec de très beaux projets. L'Université de Picardie Jules Verne, qui a également parrainé. Donc vous voyez que les parrainages sont très diversifiés. Vous pouvez dès maintenant vous y intéresser. Et donc, auprès de David, vous retrouvez ce magnifique document. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Amélie Lombardini, Monin, qui est attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France. Merci infiniment, Amélie, de nous avoir accompagnés pour réussir cette agora avec Flora Jordi. Donc vraiment, merci à toutes les deux. Et donc, vous avez également préparé des interventions, parce que ce qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est de voir comment la langue française est en train de s'installer aux Émirats arabes unis. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc un petit panorama de la langue française aux Émirats ici, qui est un terrain favorable pour la... qui est un terrain favorable pour la francophonie. Ici, c'est juste pour que les personnes qui sont à distance, voilà. Merci, c'est gentil. Alors le français est enseigné ici dans des écoles privées depuis presque 50 ans. On parle de 60 000 apprenants de français dans plus de 200 écoles. Il est enseigné également dans les écoles publiques depuis 2018-2019. On a ici Sébastien Lafragette, qui est l'expert technique pour le français, qui est basé au sein du ministère de l'Éducation fédérale des Émirats, qui pourra vous dire quelques mots sur ce point. Le français est également enseigné dans les universités, donc notamment la Sorbonne Abu Dhabi, Université Sorbonne Abu Dhabi. Vous avez ici Angeliki Cordoni et Terry Béor de la Sorbonne, qui pourront également vous dire quelques mots.
l'université de Sharjah, l'université des Émirats arabes unis, l'université fédérale. Donc, chacune de ces universités enseigne à peu près 250 étudiants par an. Nous avons également les Alliances françaises d'Abu Dhabi, avec le directeur ici, Franck Trouillou, de Dubaï. La directrice Mélanie Martin est également parmi nous. Et bientôt l'Alliance française de Sharjah. Donc ils peuvent également vous dire quelques mots sur... Donc un vrai déploiement oui. de la langue française sur les Émirats arabes unis. Donc nous avions raison d'être ici. Tout à fait. Et par ailleurs, on compte près de 11 000 élèves dans les écoles françaises, les 7 écoles françaises des Émirats. Très bien. Alors, qui veut prendre la parole? Je crois que vous avez voilà, juste la présentation. Voilà. Encore une fois, nous sommes dans une dynamique très, très cool, on dit, hein, dans d'autres pays. Donc, allez-y. Je reste là, tout le monde, c'est bon. Alors, bonjour à tous, Sébastien Lafragette. Donc, moi, je suis chargé de coordonner ce programme de réintroduction du français dans les écoles publiques aux Émirats. Ah, je vais me déplacer là-bas. Oui, c'est juste pour ceux qui nous regardent à distance. Voilà. Donc, c'est un programme qui est régi par un accord bilatéral entre la France et les Émirats arabes unis qui a été signé en 2018. Le programme lui-même a démarré en septembre 2019. Donc, nous introduirons en septembre 2022 la 4e année de français. Donc, nous avons déjà 8500 jeunes émiriens qui apprennent le français dans ce qui correspond au collège et au lycée. À partir du grade 5 à 12, donc équivalent 6e jusqu'à la terminale. Donc nous aurons la prochaine rentrée, nous aurons des élèves qui arriveront en 4e année de français, ce qui est déjà pas mal. Donc 8500 élèves aujourd'hui, nous avons une cible de 20 000 élèves en 2025. Donc nous sommes en train de recruter des enseignants. Donc c'est un programme assez ambitieux. Nous couvrons tout le pays, enfin 6 des 7 Émirats pour le moment. On espère avoir le 7e à la rentrée. C'est un programme qui s'appuie également sur toutes les ressources du ministère et sur un groupe d'experts dans lequel participe la Sorbonne Abu Dhabi. Amélie en est un membre éminent, évidemment. Nous avons un inspecteur d'académie à Paris qui nous suit et qui nous accompagne également. Et puis, nous nous appuyons en tant que de besoin sur des ressources extérieures. Alors moi, les 2 petits messages que je voudrais passer en parallèle, c'est que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on est dans une terre de mission ici et il y a un gros travail à faire d'explication et de promotion du français. Alors auprès des élites du pays déjà, alors les grandes élites, y compris le ministre lui-même, il faut parfois réexpliquer pourquoi un jeune émirien de 15 ans doit apprendre le français et pourquoi c'est un atout formidable pour lui. Mais après, il y a tous les échelons intermédiaires. Et là, c'est un très gros travail de promotion. Il faut expliquer aux jeunes en quoi le français est utile. Oui, c'est le mot magique. important. Le mot magique, parce que finalement, ils n'apprennent pas le français pour les Galeries Lafayette ou faire du tourisme, pas vraiment. Il y a déjà ce sentiment que l'Afrique est là, à côté. Il y a beaucoup... On termine. Je suis désolée. Hein. Je suis désolé. On aura l'occasion de parler plus tard. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vers l'autre, on n'est pas dans un monde fermé. Nous, on est en train d'élargir le business. Et ça, c'est extraordinaire. Et Yvan Kabakov, qui nous écoute, je pense qu'il réagira sûrement tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est que vous repériez les personnalités qui agissent aujourd'hui là où on est. Et donc, j'espère que vous aurez, grâce à cette intervention, des retours aussi d'intérêt pour accompagner. Qui veut prendre la parole pour les Alliances françaises, c'est cela? À la Sorbonne. Ah, je suis ravie. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Angélique Cordoni. Je travaille dans le département de français langue étrangère. Si vous pouvez juste, pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur, on est en direct et on a beaucoup de gens qui nous écoutent en se connectant et c'est un peu, voilà, c'est pour eux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Angélique Cordoni. Je suis avec mon collègue Thierry Beurre. On travaille à l'année des fondations de français langue étrangère. On accueille chaque année à peu près 250 étudiants qui viennent à la Sorbonne apprendre la langue française en un an. C'est un programme intensif. Ils suivent à peu près 23 heures par semaine. Et leur objectif, c'est d'acquérir le niveau requis pour pouvoir s'inscrire après en licence. Thierry ? Oui, on pourrait rajouter que sur ces étudiants, donc 250 à peu près par an, on a depuis 3 ans à peu près 80% d'émiriens. C'est vraiment, comme disait votre prédécesseur, il y a un vrai engagement. Et puis un total d'une trentaine, voire 50 nationalités représentées sur le campus.
Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier diversité. ce carrefour extraordinaire de la francophonie sur les 5 continents. Finalement, elle se retrouve ici. Qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique, parfois d'Asie centrale. Donc une francophonie très ouverte, oui. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Et je crois que ce sont les Alliances françaises ? Oui. Je vous en prie. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'on présente des Alliances françaises ? Je ne pense pas, parce que ça fait 140 ans qu'elles existent. Et puis surtout, aux Émirats, elles sont là depuis près de 50 ans. Elles fêteront leur 50e anniversaire d'implantation dans 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, elles forment à peu près 5000 élèves entre les alliances françaises réparties à Dubaï, à Abu Dhabi et quelques extensions. Une future alliance française qui va s'ouvrir à Sharjah, dans lequel on accueille à peu près 35% de public émirien. Les autres 65% étant composés de la diversité de toutes les langues francophones de ce pays. Voilà. Merci infiniment. Voilà, c'est la diversité de la langue française aux Émirats arabes unis qu'on vous a présenté rapidement, avec évidemment un enjeu jeunesse. Alors, je ne vais pas parler longtemps, mais vous allez pouvoir voir les Alliances françaises et la francophonie en acte sur Expo 2020 aujourd'hui, sur 17 pavillons francophones, les équipes de l'Alliance française, de l'Institut français et des bénévoles notamment de la Sorbonne Abu Dhabi accueillent les visiteurs et leur proposent d'apprendre et de jouer avec le français. Voilà, donc rendez-vous devant les 17 pavillons francophones aujourd'hui. On va faire le tour cet après-midi. Merci infiniment. Voilà. Et donc, nous terminons cette séquence. Je crois qu'il n'y avait plus d'autres interventions dans la salle. Merci infiniment. Yvan, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Oui, je suis là. Est-ce que tu veux réagir quelques secondes, hein, comme d'habitude, c'est très court. Oui, alors en fait moi ce qui me marque et on le voit bien sur scène, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs en fait de la francophonie. Tu as présenté les ambassadeurs francophones, mais on le voit, il y a les Alliances françaises, il y a la Sorbonne à Abu Dhabi, il y a l'ambassade de France, enfin beaucoup d'acteurs institutionnels, parfois associatifs. C'est ça aussi la force de la francophonie aussi, c'est d'être porté par tous ces acteurs-là qui présentent aussi des choses assez différentes, une francophonie universitaire, une francophonie culturelle avec l'Alliance française. Et donc en fait c'est une sorte d'écosystème francophone qui est extrêmement important de préserver dans un pays. Pour ça aussi, il faut de l'argent. Et c'est vrai que ces dernières années, ça a peut-être un petit peu manqué. Mais c'est toutes ces choses qui permettent à la francophonie d'exister dans un pays et de donner envie, c'est ce que disait tout à l'heure, il parle de terre de mission, mais qui donne aussi envie et avoir une francophonie vivante. Ça, c'est très important de le souligner. Peut-être que les gens, d'ailleurs, en France, ne le savent pas assez, mais il y a vraiment des gens très engagés, des institutions très engagées pour la promotion de la francophonie et de la diversité linguistique. Merci Yvan. Et surtout, ce qu'on a compris, c'est que c'était un enjeu également ici, aux Émirats arabes unis, et que ce que vous avez présenté, c'est aussi une manière de montrer, peut-être, de casser quelques préjugés. Voilà. Donc cette première séquence sur la langue française, la jeunesse et l'éducation se termine. S'il y a des questions, je reviendrai un petit peu vers vous tout à l'heure. Je vais laisser la parole maintenant à un deuxième point très important, qui est la langue française, ciment des échanges économiques, dialoguer et travailler ensemble. Et là, évidemment, nous avions confié au groupement du patronat francophone, qui est représenté par son président, Jean-Loup Blachier, et à son conseiller Oussam, je vais encore, Nashravin, je me suis bien débrouillée ou pas? Bon, c'est bon. Oussam, c'est à vous, pour animer cette séquence économique et francophonie. Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement, notamment Marie-Béatrice Levaux, l'ambassade de France avec Amélie Lombardini et le pavillon France avec Flora Jordi. Comme l'a dit Marie-Béatrice, je m'appelle Oussam Nasrawin, je représente au Moyen-Orient le groupement du patronat francophone. En 2 secondes, le groupement du patronat francophone est une association créée en 1987 qui est présente dans la majorité des 88 pays de la francophonie. Nos missions, c'est d'aider nos membres à lever des fonds, à se connecter entre eux, on organise des événements, on les accompagne par l'accès à l'information. Et on est de plus en plus présent sur les Émirats arabes unis, qui est vraiment un hub aujourd'hui entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, et un hub pour la francophonie, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, le thème de cette séquence, c'est la langue française, ciment des échanges économiques, dialoguer et travailler ensemble. Une langue, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus que des signes, c'est bien plus qu'un moyen de communication. C'est avant tout un échange humain. Cet échange humain permet l'échange économique par la suite. Et d'où
le thème de cette séquence, dialoguer et travailler ensemble. Il faut savoir que la langue française, elle est parlée aujourd'hui dans le monde par 300 millions de personnes, dans tous les continents. Et selon l'OIF, en 2050, elle sera parlée par plus de 700 millions de personnes. C'est la seconde langue la plus parlée dans les échanges économiques dans le monde. Donc, c'est effectivement un ciment des échanges économiques. Et pour parler de ce sujet, on va accueillir 3 personnalités exceptionnelles. On va commencer par Agnès Lopez-Cruz, Managing Director de la Chambre de commerce France-Émirats. Par ensuite Tam, merci. Et Jean-Loup Blachier, président du groupement du patronat francophone. On va commencer par Agnès. Bonjour à tous. Je vous laisse vous présenter, peut-être nous en dire plus sur la Chambre France-Émirats. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis donc la directrice de la Chambre de commerce française pour les Émirats arabes unis. J'ai toujours tendance à dire que notre Chambre de commerce française, ce n'est pas un village gaulois, dans le sens où notre communauté d'affaires est diverse et variée, et nous représentons plus de 500 entreprises françaises, francophones et francophiles. Et c'est pour nous extrêmement important, cette diversité. Et je pense que cet ADN un peu particulier, nous le devons également à notre pays hôte, les Émirats arabes unis, puisqu'on l'a dit, à peu près 200 nationalités se côtoient dans cette plateforme régionale. Et je pense que les 88 pays de la francophonie sont bien représentés dans ce pays. Et nous avons donc ce terreau fertile pour développer notre réseau. Et justement, c'est un ancien protectorat britannique. Et pourtant, la francophonie est très présente. On a parlé de la Sorbonne, on peut parler du Louvre, de l'INSEAD. La langue française est très présente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors au niveau économique, tout d'abord, nous avons constaté que les talents francophones sont recherchés par les entreprises. C'est pourquoi, au sein de notre chambre de commerce, nous avons mis en place un service de chasse de tête pour nos membres qui nous demandent des Français ou francophones, notamment dans des postes plutôt commerciaux, pour effectivement aller chercher des nouveaux marchés. Et ces marchés, c'est principalement des marchés sur l'Afrique, puisque les entreprises qui sont basées aux Émirats ne sont pas basées pour ce marché intérieur qui est assez restreint, mais sont en général là pour un périmètre beaucoup plus large, un périmètre régional, qui est soit MENA, Middle East, North Africa, et même parfois MEA, donc c'est-à-dire qu'on couvre toute l'Afrique, et donc pour une grande partie l'Afrique francophone. Et pour terminer, les Émirats sont aujourd'hui un hub international. Vous avez accès par ici à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Asie, à l'Europe. Et donc, quel est aujourd'hui le rôle de la Chambre pour aider à la promotion de la francophonie ? Alors nous conseillons nos membres, typiquement des bonnes pratiques. Nous avons pu constater que certains de nos membres, notamment dans le domaine du consulting, ont créé des French Desk. Donc là, c'est assez malin puisque ce sont des francophones qui sont identifiés dans les équipes et qui seront les points de contact de ces nouveaux clients qui parlent la même langue. Et puis, nous essayons également de travailler avec les autres business councils, les autres chambres d'autres pays francophones. Nous aurons d'ailleurs un événement de networking francophone à Abu Dhabi ce mercredi. Et enfin, nous faisons la promotion des services et des offres qui sont proposées par les alliances françaises, notamment pour les entreprises, pour former des professionnels qui viennent travailler dans des entreprises françaises ou francophones, mais qui ne parlent pas encore la langue. Et ça, c'est extrêmement important pour eux, pour comprendre la culture d'entreprise. Et ces cours se font in situ en entreprise. Très bien, bon, merci beaucoup Agnès. Avec très clair et très intéressant. Merci beaucoup. Tam, oui. Oumar Kata, oui. Donc PDG de la société Capsule Corp. Exactement. Capsule Corp, c'est une entreprise qui fait grandir les autres sociétés. Nous-mêmes, nous sommes un start-up studio et il suffit que vous ayez une idée. C'est essentiellement des francophones qui viennent nous voir du coup. Ils nous exposent son idée, on l'analyse, on trouve le marché, on le fait grandir, on lui fournit tous les services qu'il peut avoir besoin, donc le marketing, le commercial, la RH, mais également le financement, puisqu'on peut trouver du financement ici aux Émirats pour une entreprise qui peut s'installer soit en Afrique, dans le MENA, ou voire même en Asie. Donc voilà, je suis Tam Oumar Kata, je suis le PDG de la société Capsule Corp, et nous incubons effectivement des entreprises. Très bien. Avant de continuer, je voudrais juste saluer son Excellence Zaki Nusseibar qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et Tam, donc la société Capsule Corp, qui est d'ailleurs membre du GPF, parce que c'est une société qui est très active sur la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vision de l'international, comment vous qui êtes indien d'origine,
Exactement. Je remercie Jean-Loup Blachier, d'ailleurs, président du GPF, qui nous accompagne sur plusieurs continents à la fois. Donc nous, on a des structures un peu partout, en fait, en Inde, à Pondichéry exactement, un ancien comptoir français qui permet de refléter justement cette francophonie en Asie, mais également en France, évidemment, ici aux Émirats, à Dubaï exactement. Et on a prévu également d'avoir un bureau à Abidjan cette année, qu'il espère va faire grandir justement notre internationalisation et pouvoir avoir toujours plus de projets technologiques au sein de la francophonie. Très bien, et c'est ça qu'on aime en fait, c'est ces entreprises qui arrivent à utiliser cette langue française pour s'internationaliser comme eux. Ils ont beaucoup de projets, que ce soit en Afrique, comme il a dit, et d'autres, je sais, dans d'autres continents à venir. Vous en parlerez peut-être une autre fois. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tam. Et pour terminer, donc Jean-Loup Blachier, président du groupement du patronat francophone. Je vais laisser Jean-Loup peut-être se présenter et lui poser notre première question, à savoir comment aujourd'hui vous expliquez cet engouement pour la francophonie, ce succès du GPF avec de plus en plus d'entreprises qui rejoignent cette association pour développer la francophonie à l'international. Merci, bonjour à tous, bonjour Excellence. Moi, je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour nos entreprises de pouvoir se développer, de pouvoir se rencontrer, avoir des possibilités de discuter entre les uns entre les autres. Aujourd'hui au GPF, on a plus de 50 organisations patronales de par le monde qui sont adhérentes avec nous. Et donc, on a cette possibilité de pouvoir se rencontrer, que ça soit d'Hanoï au Québec, du Sénégal, où on fait régulièrement une manifestation, de Paris, bien évidemment. Et tout ça, ça donne une espèce d'élan. Alors, tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées et beaucoup de choses ont été dites. Il est évident que lorsqu'on a rencontré tout à l'heure les jeunes ambassadeurs, deux choses sont apparues dans mon esprit. La première, c'est la formation. Nous, entrepreneurs, on a besoin aussi d'avoir des jeunes pour former, pour développer nos entreprises. Et ça, c'est un point très important qu'il faut absolument monter. Et puis la deuxième, il a été mis aussi en avant, aussi une valeur très importante du GPF, qui est le sport. Le sport est un point important, et d'ailleurs, je peux vous annoncer de façon tout à fait officielle que Teddy Riner a rejoint le GPF. Il va porter cette valeur du sport. Parce qu'en fait, entre les sportifs et puis les chefs d'entreprise, il y a les mêmes valeurs qui, elles, le reconquête, la valeur de soi, le respect des autres. Et ça, le GPF le fait, et le fait ensemble dans différentes manifestations. Je vais vous annoncer quelques manifestations qu'on va faire dans les 6 mois ou 8 mois qui viennent. Une manifestation qu'on va faire à Amman très prochainement. Une autre également le 4 octobre, le FIEF, le Forum international des entreprises francophones, qu'on fait pour la 3e année à Dakar. Et puis également avec la francophonie en capitale, qu'on va faire avec le Congo. Et puis l'année prochaine, là bien sûr, je vous invite tous dans un continent un peu plus lointain. Ça sera au Vietnam, avec une grande manifestation qu'on va faire au Vietnam. Ça sera en mars prochain. Et puis l'île Maurice aussi également, qui sera en mai prochain. Voilà toutes ces manifestations sur lesquelles toutes les entreprises se retrouvent. Toutes les entreprises ont la possibilité de se rencontrer et faire du networking ensemble. Et justement, vous parliez d'entreprise. Vous pouvez nous dire à quel type d'entreprise est ouvert le groupement du patronat francophone ? Alors, c'est toutes les entreprises, mais il est évident que les grandes entreprises et multinationales sont évidemment moins intéressantes pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les grandes entreprises n'ont pas véritablement besoin de nous. Ce sont plutôt les petites entreprises, les moyennes entreprises qui, elles, n'ont pas forcément les relais. Et c'est celles-ci que nous avons la possibilité de rencontrer. Et c'est avec elles, notamment, que nous travaillons. Vous savez, très souvent, dans différentes organisations, dans différents pays, il y a différentes organisations avec les grandes et les petites entreprises. Mais c'est plutôt nous, avec les petites entreprises, qu'on travaille. Et c'est avec elles qu'on arrive à faire des opérations importantes. Je vous parlais de ce que l'on faisait, notamment au Forum international des entreprises francophones, à Dakar. Eh bien, on a eu un succès extrêmement important avec des entreprises qui maintenant travaillent ensemble dans des pays différents, dans des continents différents. Elles n'auront pas eu la possibilité de se rencontrer sans nous. Et peut-être pour terminer, c'est une toute dernière question. Est-ce que vous avez peut-être un exemple concret de comment le GPF a aidé une entreprise ? J'en ai plusieurs, mais ça peut-être vu qu'on est pressé par le temps. Ça serait trop long. Donc non, il y en a eu plusieurs. J'ai vraiment l'exemple d'une entreprise sénégalaise qui a pu, de 10 personnes, passer à 100 personnes simplement parce qu'on les a mis en relation. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants. Merci à Marie-Béatrice. Merci à tous. Merci. Merci infiniment de nous avoir... Voilà, encore une fois, ce sont des capsules. C'est montrer la diversité, montrer l'énergie. Yvan Kabakov, est-ce que
Tu as envie de réagir ? Oui, j'ai envie de réagir parce que je trouvais que c'est très intéressant, notamment de la part de la représentante de la Chambre de commerce, c'est qu'en fait, elle n'a pas parlé que d'entreprises françaises dans son association, c'est aussi des entreprises francophones. Et souvent, on parle toujours de l'économie à travers le prisme des entreprises françaises. Or, on voit que ça circule. Moi je le vois aussi sur le terrain, il y a des réseaux qui se créent de continent à continent, et pour le coup, les Émirats Arabes Unis en sont le bel exemple, puisque ici, ben voilà, comme il l'a dit en bon français, c'est un hub. Effectivement, c'est un hub qui permet de voir que finalement les réseaux économiques sont vraiment transcontinentaux aujourd'hui, et que la langue française permet ça. Et on était souvent très pessimiste sur ces échanges économiques, et ça passait toujours un petit peu au dernier plan. On savait pas, c'est pas facile aussi au niveau institutionnel de relancer tout ça, mais on voit qu'il y a un vrai dynamisme qui existe, que en fait on cherche des francophones, parce que évidemment les marchés sont là. Quand on ouvre un bureau à Abidjan, eh bien oui, Abidjan est un grand pays francophone. Et donc, on voit qu'il y a un vrai dynamisme, et qu'il y a toute une époque où on pensait que tout se faisait en anglais, parce que on disait que tout le monde parlait anglais. C'est pas le cas. Enfin, oui, l'anglais est la langue internationale, mais pour faire des affaires, pour échanger, c'est le mot qui est revenu le plus souvent dans cette table ronde, l'échange, le besoin de contact humain. Eh bien, la langue, pour cela, elle est essentielle. Et la langue française est subtile, cher Yvan. Pour faire des affaires. Merci, à tout à l'heure. Alors, je vais accueillir maintenant Benjamin Boutin. Benjamin Boutin est président de Francophonie sans frontières, et il va ouvrir cette troisième séquence sur la francophonie créative. Après avoir entendu l'engagement aux Émirats Arabes Unis sur la langue française, merci encore aux uns et aux autres d'avoir pu, en quelques secondes, parce que je ne vous laisse pas beaucoup de temps, j'en suis désolée, nous présenter cette énergie de la langue française aux Émirats Arabes Unis. Eh bien, nous allons faire un peu un tour du monde créatif avec Benjamin. Merci beaucoup Marie-Béatrice pour ta capacité d'entraînement. Merci au pavillon français qui nous accueille. Excellence, mesdames et messieurs. Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, une ONG présente dans 35 pays aujourd'hui. Hélas, pas encore aux Émirats, mais peut-être que ça va venir et on pourra en discuter. Alors, le pavillon France, qui est effectivement ce condensé aussi de savoir-vivre à la française, la littérature, le cinéma, la mode, la musique, la gastronomie, et imaginez déjà ce condensé à l'échelle française, que ça peut être à l'échelle de la francophonie, de ces 321 millions de locuteurs du français sur la planète francophone. Alors la francophonie, ce sont des liens économiques, on vient de le voir, c'est une coopération institutionnelle, une coopération éducative, c'est la vitalité de nos associations, l'AFAL, Francophonie sans frontières et d'autres, mais c'est bien sûr notre socle, cette culture riche, variée, polyphonique, pourrait-on dire. Alors aujourd'hui, j'ai voulu célébrer avec vous la francophonie créative en ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, avec cette attractivité culturelle extraordinaire de l'espace francophone. Et je salue bien sûr les acteurs engagés pour la francophonie qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai choisi, dans un temps très contraint, de vous présenter 4 exemples. Le premier, c'est un exemple qui touche au monde de la mode, à la couture. Et l'an dernier, nous avons célébré les 20 ans de la disparition de Léopold Sédar Senghor, figure fondatrice de la francophonie. Et nous nous sommes dit, au-delà du colloque que nous avons organisé en Sorbonne, comment faire pour que cet héritage parle, notamment aux jeunes générations. Et la création est un vecteur très fort, bien sûr. Nous avons choisi un vecteur original qui est le vêtement, car le vêtement est un médium, et nous avons créé 2 vêtements manifestes pour le métissage culturel, qui était une idée chère à Léopold Sédar Senghor. Dans métissage, il y a d'ailleurs tissage, et c'est un beau projet interculturel que je veux vous présenter en vidéo à présent, porté par Ousmane Ouedraogo, un créateur burkinabé malien, Sarah Walbaum, une artiste du verre, et moi-même. Donc nous sommes les 3 co-créateurs de ces vêtements, un vêtement masculin, un vêtement féminin. S'il vous plaît.
bonjour, moi c'est Monsieur Léopold Sédar Senghor. Et bonjour, moi c'est l'Afrique. Mon nom est Benjamin Boutin, je préside l'association Francophonie sans frontières. Je suis très heureux d'avoir été le co-créateur de ces deux tenues emblématiques avec Ousmane Ouedraogo et Sarah Walbaum. Bonjour à tous, je suis Ousmane Ouedraogo, designer de mode vivant en France. Je travaille beaucoup avec les tissus éco-sociaux responsables. Bonjour, je suis très honorée et très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce projet de création que je mène maintenant depuis plusieurs mois aux côtés d'Ousmane Ouedraogo et de Benjamin Boutin. Nous présentons deux pièces uniques, deux pièces exceptionnelles dans leur conception, dans les symboles que ces pièces charrient. Et à l'occasion de cette semaine africaine à l'UNESCO, mais aussi plus tard au Musée des civilisations noires de Dakar, ici en Sorbonne et un petit peu partout dans la francophonie et en Afrique, nous porterons ce message du métissage culturel, de l'importance de la diversité des cultures, des langues, dont la langue française, en fidélité avec Léopold Sédar Senghor et en fidélité avec cette Afrique jeune, innovante, qui crée, qui fait bouger les lignes. Avec Sarah Walbaum et Benjamin Boutin, on a eu nos trois regards pour cette belle création, qui sont deux vêtements manifestes. Une tenue féminine qui, pour moi, illustre l'Afrique moderne, contemporaine, qui prend sa place dans ce monde. Le vêtement masculin, il est plus pour Senghor, qui illustre Senghor, sa vision, sa pensée. Et c'est aussi pour moi aussi un très bel hommage en tant qu'Africain vivant ici en France de pouvoir collaborer dans ce projet. Peut-être ne pas mettre quelque chose ici, mais mettre des pièces dessus. Toi qui peux aller toi là ou là. Ce projet me parle de par mes origines, le brassage, le métissage, ce melting pot incroyable et l'ouverture et l'enracinement qu'incarnait Monsieur Senghor. Moi, je suis née de parents sénégalais et j'ai grandi bercée par les mots de Monsieur Senghor. Et aujourd'hui, si je suis capable de faire toutes ces choses que je fais, c'est grâce à ce leader qui a su porter les valeurs du Sénégal et de l'Afrique partout dans le monde. Comment pouvait-on mieux illustrer ce thème si ce n'est avec des textiles? Dans métissage, nous avons tissage. Eh bien, c'est la magie qui s'est opérée entre ces trois acteurs, ces trois co-créateurs, une magie étonnante. Le métissage culturel, en l'occurrence, que vous découvrez, c'est un métissage qui touche à la création, oui, mais aussi à l'artisanat. Le métissage, il est aussi les petites mains. Il est fait effectivement de ces petites mains qui auront collaboré à la confection de ces deux tenues étonnantes. Des petites mains qui, elles, viennent d'Afrique, qui viennent de France et qui viennent aussi d'Espagne. Ces tissus qui sont dans ce projet viennent de l'Afghanistan, viennent du Burkina, du Mali, du Sénégal et de la France, notamment le chanvre, parce qu'il y a des gens qui sont ici en France qui revalorisent ce chanvre, qui le remet au grand jour. Bien, nous sommes heureux d'avoir pu soutenir, accompagner cet étonnant projet, d'avoir pu faciliter la magie et permettre qu'effectivement elle opère. Merci. La francophonie, c'est ça, c'est ce mélange de cultures. Et c'est nous, c'est vous. Voilà, vous avez compris un petit peu l'essence du projet, un projet interculturel qui a vocation à circuler dans l'espace francophone, alors qui sait, peut-être à Abu Dhabi ou ailleurs. Et Ousmane Ouedraogo, qui est détenteur d'un passeport talent en France, va créer l'Institut de formation au textile du monde à Reims, qui va ouvrir ses portes au mois d'avril.
Donc à suivre, une belle aventure aussi suivie par Laurent de Gaulle, qui est le photographe officiel du projet. Et cet institut constituera aussi une pépinière de créateurs dans le domaine de la mode, de la couture pour l'espace francophone. Alors le deuxième projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui au pavillon français, c'est un projet audiovisuel. Vous connaissez tous la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. Et depuis plusieurs années, nous, les militants de la francophonie, Louise Baudouin au Québec notamment, moi-même en France, plaidons pour la création d'un Netflix de langue française. Et les chefs d'État et de gouvernement ont entendu cette demande. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une plateforme qui est ouverte à tous, gratuite, qui s'appelle TV5 Monde Plus, que vous pouvez aussi télécharger. Et donc, en 1 minute, je vais vous présenter cette plateforme TV5 Monde Plus qui condense effectivement cette francophonie audiovisuelle du cinéma, de la télévision, des séries, des reportages. Et on en discute après avec Yvan Kabakov. Voilà, TV5 Monde Plus, vitrine audiovisuelle numérique de la francophonie, qui est également sous-titrée dans plusieurs langues et qui va s'ouvrir de plus en plus aux productions audiovisuelles du Sud de la francophonie, notamment africaine, grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Un appel à projet est ouvert, la 2e édition est lancée là, depuis le mois de mars. Yvan Kabakov, si tu es avec nous. Oui. En quoi cette plateforme est un plus, à ton avis, pour la francophonie, et que pouvons-nous y trouver, notamment en termes de contenu? J'imagine qu'on peut trouver, bien sûr, Destination Francophonie. Oui, bien sûr, on peut voir Destination Francophonie, mais des centaines d'heures de contenu. C'était important d'avoir une plateforme numérique. Aujourd'hui, tout le monde on vit à l'ère des plateformes. TV5 Monde a été créé en 1984 et donc et puis petit à petit aujourd'hui le 3e réseau mondial de télévision, mais on sait que le combat pour l'accès à des programmes francophones notamment se fait sur le numérique. Donc c'était très important pour TV5 Monde de créer cette plateforme là. Et puis ce qui est important de dire, c'est que tu l'as bien rappelé, c'est que c'est une œuvre collective, c'est-à-dire que c'est tous les États francophones qui se donnent la main, on va dire, autour de TV5 Monde pour évidemment créer cette plateforme. Nous, on est là pour donner de la visibilité à ce contenu francophone et bien sûr, de plus en plus, un contenu africain qu'on ne voit très très peu finalement sur les télévisions, sur les plateformes. Donc c'est extrêmement important pour TV5 Monde d'être cette vitrine culturelle de la francophonie. Et aujourd'hui, cette plateforme, elle marche de mieux en mieux et elle est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez vous y inscrire, comme dans n'importe quelle plateforme, sauf que le contenu est totalement gratuit. On est une chaîne de service public au service de la francophonie, et vous verrez les contenus qui sont aujourd'hui, qui sont renouvelés tous les jours, donnent une image très précise de ce qu'est la francophonie aujourd'hui. C'est important, par exemple en France, TV5 Monde n'est pas sur la TNT, elle est sur le câble. Là aujourd'hui, vous avez l'accès quand même à des productions de tous les pays francophones, et le Canada a apporté beaucoup de choses pour que ce soit présent sur la plateforme. Effectivement, le Canada, tout à fait. D'ailleurs, on aura la joie d'accueillir aussi un Canadien sur scène. Merci Yvan pour ton témoignage. J'accueille à présent une romancière
Fabienne Erban, qui est française, mais qui a des liens très forts avec les Émirats arabes unis. Et donc, c'est la séquence littérature de cette francophonie créative. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Alors Fabienne, effectivement, comme je le disais, vous avez des liens forts avec ces Émirats. Comment sont-ils nés? Quel est votre parcours? Et aussi, parlez-nous un peu de votre passion pour la langue française. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'écouter. Je suis ravie d'être à ce pavillon dans le cadre magnifique de l'exposition que j'ai déjà visitée à son ouverture. Et également, mon amitié pour les Émirats arabes unis, je l'ai transmis dans un livre. C'est une amitié qui date d'une vingtaine d'années déjà. Je suis romancière française, j'habite Paris et j'ai découvert les Émirats arabes unis dans des conférences à Paris données à l'UNESCO. Et dans ces conférences, j'étais particulièrement attirée par l'émirat de Sharjah pour le rôle leader du cher sultan Al-Qassimi dans la culture, dans les arts. Et donc, j'ai décidé que mon premier voyage aux Émirats arabes unis serait à Sharjah. Et à partir de là, vous avez écrit donc cet ouvrage, Lady Sharjah. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de rencontrer des Émiriens à Sharjah et une amitié qui dure. Et régulièrement, je reviens à Sharjah. Je connais tous les autres Émirats, bien entendu, et j'ai aussi voyagé dans les autres pays du Golfe et le monde musulman. Et la culture de ces pays m'est venue naturellement. Et comment justement faire accéder aux cultures arabophones, la francophonie, la richesse de la francophonie? Vos livres notamment sont traduits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Alors, en effet, mon livre qui s'appelle Lady Sharjah, alors le titre est porteur et il est même devenu un peu mon surnom. Et il a été traduit en arabe et j'en suis assez fière. C'est aussi un cadeau que je peux offrir à mes amis émiriens qui connaissent ma fidélité, mais lire un témoignage sur leur pays était très important. Donc ce livre a été publié en arabe dans la maison du personnel du cher sultan Al-Qassimi, qui est un romancier, un historien, va-t-on dire. Et il a été aussi, en 2019, présenté au Salon du Livre de Sharjah en langue arabe. Voilà, et Fabienne a aussi moi. écrit d'autres ouvrages, mais celui-ci est peut-être le plus emblématique, celui qu'on voulait présenter aujourd'hui. Fabienne est une fidèle des Journées du patrimoine de Sharjah. Voilà, j'en arrive, si je peux me permettre. Le 10 mars dernier, s'ouvrait la cérémonie des Journées du patrimoine à Sharjah. J'y assistais, bien entendu. Et si vous avez l'occasion de vous rendre à Sharjah, cet événement dure jusqu'au 28. Voilà. Et Fabienne a un dernier rôle, elle est ambassadrice itinérante de Francophonie sans frontières ici. Donc, comme je le disais, si vous souhaitez nous aider à recruter un correspondant, allez la voir. Merci beaucoup Fabienne. Merci. Et merci pour à votre vous. passion pour la langue française. Merci. Alors, un dernier intervenant, ici on file à la vitesse de la lumière, vous avez compris, c'est le thème du pavillon français et c'est le thème de cette journée. J'ai pris ce rythme. À la vitesse de la lumière. Le pavillon canadien a aussi décidé de faire de la créativité l'un de ses moteurs et nous avons voulu lui donner une place particulière parce que le Canada a une place évidemment de choix dans la francophonie. Donc j'accueille Claude Jolicoeur. Montez sur scène, cher Claude Jolicoeur. Vous êtes le président de l'Office national du film du Canada. Et donc, je le disais, vous êtes présent ici à l'Expo. Hier, il y avait la gouverneure générale du Canada qui était présente pour la journée dédiée au Canada. Et vous êtes président de ce magnifique organisme qui est au cœur quand même de la francophonie canadienne. Alors, bien sûr, c'est bilingue, mais la francophonie a une place de choix. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur la mission d'abord de cet organisme? Oui, alors l'ONF, qui n'est pas l'Office national des forêts, mais l'Office national du film, est la plus ancienne institution culturelle au Canada. Ça a été fondé en 1939
institution fédérale avec un mandat autant anglophone que francophone. Il faut savoir que, vous savez, comme ami de la francophonie, que les francophones au Canada sont en minorité, 25%, mais avec un statut d'égalité. Le tiers de notre programmation est francophone. Depuis 1939, l'ONF, qui est un producteur public, qui est un peu une anomalie maintenant dans le monde moderne, demeure une pierre d'assise de la création au Canada en produisant des documentaires, des films d'animation d'auteur et des œuvres interactives. Près de 14 000 œuvres. On a aussi une plateforme numérique, onf.ca, disponible dans tous les pays du monde gratuitement, sauf la Russie maintenant, où 5 000 œuvres sont accessibles. On est une antenne qui donne la place aux créateurs francophones d'exprimer leur point de vue par des films indépendants. On n'est complètement aucune influence éditoriale du gouvernement canadien, mais une indépendance de création qui permet à des créateurs de l'ensemble du pays de refléter leur point de vue et de les partager non seulement au Canada, mais à travers le monde. Et quand je vous parle de francophonie créative, qu'est-ce que ça vous évoque, notamment considérant la place des minorités francophones et francophiles au Canada? C'est un élément fondateur essentiel. Depuis les tout débuts de la fondation du pays au XVIIe siècle, les francophones se sont développés, mais dans un univers anglophone extrêmement qui amène beaucoup d'énergie, mais aussi dans un univers anglophone. C'est un espace vital, c'est un espace qui permet cette identité-là et la croissance. Si depuis plus de 400 ans, les francophones ont évolué, on peut dire et ont préservé cette culture. C'est certainement une inspiration, je pense, que pour l'évolution de la langue française à travers le monde. Et ça se fait en grande partie par la place des créateurs qui peuvent partager cette culture et la rendre accessible. Voilà, et l'importance aussi du cinéma dans cette francophonie créative, fondée par les frères Lumière. On est au pavillon de la Lumière, alors ça, on peut le rappeler. Et aussi, vous serez présent au rendez-vous de la francophonie au Canada. Oui, les rendez-vous de la francophonie sont aussi une occasion de rendre les œuvres francophones accessibles dans l'ensemble du pays. Il faut miser beaucoup au Canada sur les francophiles, comme dans le reste du monde. Et c'est quelque chose d'assez fondamental et c'est quelque chose qui va assurer la vitalité du français au Canada, ces rendez-vous de la francophonie où on peut partager auprès des francophiles. Merci d'être passé nous voir sur le pavillon français et belle journée de la francophonie. Et découvrez la francophonie canadienne sur onf.ca. Merci infiniment. Avant que tu ne termines, juste peut-être une petite intervention de la salle, Benjamin. Bonjour, je profite qu'on parle de cinéma pour faire la promotion de Francofilm qui aura lieu du 25 au 31 mars au cinéma Akil, ici à Dubaï, et au cinéma Space à Abu Dhabi. On va présenter une dizaine de films. C'est en collaboration avec les ambassades suisses, belges, canadiennes et françaises. Cette année, le thème, on l'a voulu inclusif et positif autour du sentiment d'appartenance. Donc tous les films déclinent ce thème. Et que vous dire de plus? On vous attend nombreux au cinéma Akil ou alors à Abu Dhabi. Merci. Il s'en passe des choses ici quand même. Hein. Voilà, Benjamin, je te laisse conclure. Tiens. Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez vu, ce n'est qu'un tout petit échantillon de cette francophonie créative qui est foisonnante à l'échelle mondiale, qui est aussi marquée par une grande diversité culturelle. Et aujourd'hui, notre langue monde, le français, est un vecteur de richesse pour de nombreux peuples. Donc, pour synthétiser vraiment en 2 mots, la francophonie de l'avenir, qui est aussi le thème de ce 20 mars, elle sera créative ou elle ne sera pas. Nous n'avons pas le choix. Dans un univers culturel compétitif, nous devons montrer
faire valoir, créer, continuer à créer, à innover, à être inventif. Et je pense que ce sont autant de thèmes que nous avons pu esquisser, brosser, mais vous comprendrez évidemment que TV5 Monde Plus et toutes les richesses que nous avons à disposition, nous n'avons pas pu en être évidemment, en faire la présentation exhaustive. Encore merci au Pavillon français, à vous toutes et à vous tous, et à Marie-Béatrice Levaux. Merci infiniment. Ils sont remarquables parce que je suis exactement dans le tempo, hein, mais c'est la vitesse ici au Pavillon France. Et voilà que me rejoint pour cette dernière séquence Philippe Pégeot. Philippe Pégeot, qui est vice-président de l'Association francophone d'amitié et de liaison, mais il va mieux en parler que moi. Et donc, Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup, chère Marie-Béatrice, pour ton énergie créative et cette action. Merci au Pavillon France de nous accueillir pour cet événement. Il me revient en effet la lourde tâche d'animer cette 4e capsule, à peu près dans les temps, sur la francophonie institutionnelle et politique en perspective. Donc, je suis Philippe Pégeot, vice-président de l'Association francophone d'amitié et de liaison. Vous avez quelques éléments ici sur ce kakémono, association qui fédère 120 associations sur la promotion de la langue française et qui a été créée en 1974. Nous avons notamment cette année travaillé sur un guide de présentation de la francophonie pour les nouveaux arrivants dans les migrations multiples qui peuvent se faire pour un meilleur apprentissage de la langue française. Alors, la francophonie institutionnelle, évidemment, cela va de soi d'évoquer ce sujet ici. Le rapport 2022 de l'Observatoire de la langue française qui vient de sortir a évoqué évidemment ce chiffre formidable de 321 millions de francophones que nous sommes aujourd'hui, dont 60% en Afrique. Deuxième langue la plus cybermondialisée au monde, le français, la langue française, les États de la francophonie, eh bien, représentent aujourd'hui 2 membres du G7, un membre du Conseil permanent des Nations Unies et près de 40% des États de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, je suis très heureux de commencer cette séquence avec une personnalité remarquable qui porte la francophonie depuis des années sur ces terres ici qui nous accueillent aux Émirats Arabes Unis. Je parle de son Excellence, le docteur Zaki Nusaybeh, que je demande de bien vouloir rejoindre le pupitre. Et pendant les quelques secondes où il gravit ses marches, dois-je le présenter? Chacun le connaît et chacun sait le travail formidable qu'il fait depuis tant d'années ici. Lui qui a notamment porté la création de l'Alliance française d'Abu Dhabi en 1976, qui a soutenu évidemment la fondation de la création de l'université Abu Dhabi Sorbonne, et puis que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, Excellence, quand j'étais conseiller ministériel au Quai d'Orsay en France, et que la France a apporté son appui avec les autres États francophones, évidemment, à la mise en place de ce statut d'intégration des Émirats Arabes Unis, à l'Organisation internationale de la francophonie. Excellence, je vous cède la parole. Merci beaucoup, chers amis, chers amis. Pour moi, c'est un grand plaisir, un honneur d'être ici parmi vous pour fêter ce jour de la francophonie. Et peut-être pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'en fait, la francophonie dans les Émirats depuis des années, comme disait mon ami ici, mais aussi parce qu'en fait, le jour de la francophonie aujourd'hui, à l'Expo 20, au Pavillon France, un événement d'une importance internationale, je pense, qui reflète la profondeur de nos liens d'amitié entre les 2 pays. Et pour moi, personnellement, cette participation me donne, mais aussi donne aux amis ici présents et des amis en vision, l'occasion de célébrer ensemble le lien d'amitié, de coopération chaleureuse, spéciaux, unissant la France et les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'un partenariat stratégique qui s'est noué depuis les premiers jours de la fondation de notre pays. Car nos relations étroites,
fondée certes sur des considérations mutuelles, de stratégie économique, politique et sécuritaire, mais aussi, et de manière plus importante encore, sur le plan de valeurs, des idéaux partagés, se reflétant à travers nos liens culturels, éducatifs, privilégiés, comme en témoignent les deux établissements phares du Louvre et de la Sorbonne Université Abu Dhabi, sont enracinés dans notre propre histoire nationale qui nous laisse de beaux souvenirs, scellant ainsi en profondeur nos rapports bilatéraux. Or, c'était en 1975 que le fondateur de notre fédération, Cheikh Zayed Ben Sultan, effectua sa première visite d'État en France, et j'avais l'honneur de l'accompagner pendant cette visite historique, pour établir un partenariat stratégique qu'il considérait comme primordial pour le rôle qu'il envisageait pour son pays dans la région. En tant de nouvelles nations engagées dans une voie bien définie vers la modernisation et le développement, désireuses de jouer un rôle actif afin d'assurer la stabilité et la sécurité dans une région stratégiquement importante pour la prospérité mondiale, mais secouée par des conflits et des tensions, et désireuses aussi de prendre place au sein de la communauté internationale en qualité de pays majeurs producteurs de pétrole, ouvrant pour la voie de concorde, de la modération, la fraternité et la paix, contre les appels de haine et d'obscurantisme. Cheikh Zayed voyait la France comme un allié naturel qui partageait ses objectifs et ses idéaux. La France réciproqua cette perspective et le base de ce partenariat historique entre les deux pays prirent forme. L'année suivante, son fils, le prince héritier, Cheikh Khalifa Ben Zayed, notre président aujourd'hui, vint en visite officielle sceller cette amitié historique. Et encore une fois, j'avais le privilège et l'honneur de l'accompagner pendant cette visite historique. Donc, les liens entre nos deux pays sont des liens enracinés dans les valeurs de la francophonie, et c'était pour cette raison que les Émirats arabes unis ont voulu partager, s'engager avec la francophonie à travers la langue, à travers la culture, à travers ce forum très important pour nos deux pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre action qui fait qu'évidemment les Émirats arabes unis aujourd'hui sont un membre associé important de l'Organisation internationale de la francophonie. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors la francophonie politique, francophonie évidemment des gouvernements, mais aussi francophonie des parlements. Et évidemment, il y a aussi d'autres types d'institutions, les conseils économiques et sociaux. Marie-Béatrice Levaux en est ici une des représentantes. Sur les parlements, nous avons souhaité donner la parole à Jacques Krabal, député français, secrétaire général parlementaire de la francophonie, qui a souhaité en vidéo vous dire quelques mots de Villers-Cotterêts, où il était il y a quelques heures à l'occasion de la pré-inauguration de la Cité internationale de la langue française. On peut lancer la vidéo de Jacques Krabal. Donc bonjour à tous, avec les regrets de ne pas être avec vous à Dubaï, mais je suis ici à Villers-Cotterêts, Cité internationale de la langue française, où les ordonnances ont été signées dans la chapelle de ce logis royal. Et donc, en tant que secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 90 parlements, nous sommes très heureux de nous associer à cette 4e édition. Nous avions l'habitude d'aller au CESE, et là, vous êtes dans ce magnifique pavillon de la francophonie, donc pour porter, bien sûr, les valeurs de la langue française, mais surtout du multilinguisme. Et au-delà du multilinguisme, c'est s'appuyer aussi sur des valeurs de fraternité et sur des valeurs de paix. Et je suis particulièrement heureux que les jeunes ambassadeurs francophones, mis en œuvre grâce au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, puissent vous accompagner ici à Dubaï. Plein succès à votre manifestation et heureux de vous retrouver ici à Villers-Cotterêts.
Et oui, de Dubaï à Villers-Cotterêts. Merci beaucoup, cher Jacques. Ça fait plaisir de te voir en visio à défaut d'être en présentiel avec nous. Donc, une francophonie institutionnelle, gouvernementale, parlementaire, mais aussi une francophonie des territoires. Et ça, c'est extrêmement aussi important. Et dans quelques secondes, je vais donner la parole à Maître Thierry Cornillet, qui est ancien député français, ancien député européen et président fondateur de l'Association internationale des régions francophones. J'en profite pour dire que l'AFAL, dans ses différentes actions, a notamment soumis un pacte francophone à l'ensemble des régions françaises pour qu'elles puissent s'engager sur cette mandature des régions. Cher Thierry, je te laisse 1 minute. Pas de problème, merci. Donc, dans le cadre de la minute, je voudrais insister sur le rôle essentiel des collectivités locales comme partenaires de la francophonie. Il y a plus de 1500 collectivités locales françaises qui ont des coopérations décentralisées avec des pays francophones. C'est donc tout à fait essentiel. Alors, naturellement, les régions, les départements, mais les communes ou les agglomérations. Et je crois que c'est très important à 2 titres. Le premier, c'est au titre du financement. Les collectivités locales, dans la coopération décentralisée, mettent plus d'argent dans l'aide à la francophonie que le ministère des Affaires étrangères dans son système bilatéral. C'est donc une mobilisation extrêmement forte d'argent et c'est très important. Et le troisième point important, c'est le caractère humain. Les collectivités locales, ce ne sont pas des institutions. Ce sont des femmes et des hommes qui les font vivre et qui s'échangent bien naturellement. Et c'est cet aspect-là de la francophonie qui est tout à fait essentiel. Parce que derrière, il se développe. Et à ce moment-là, nous pouvons, nous, collectivités locales, être les avocats de l'absolue nécessité de promouvoir le français avec la coopération décentralisée avec nos partenaires, parce que le français peut être une chance pour nombreux enfants de ces collectivités. Et donc je crois que les collectivités locales ne sont jamais vraiment mis en avant pour ça, mais c'est des partenaires absolument essentiels dans le clavier de ce qui est tout à fait nécessaire pour promouvoir la francophonie, qui n'est pas que française, puisque nous avons un souci, nous sommes les seuls unilingues du monde francophone, puisque d'autres parlent wolof, bambara, arabe ou d'autres choses, nous parlons français, mais je pense qu'il faut qu'on transforme cette chance que nous avons de travailler ensemble en un atout. Parler français est un atout et je crois que nous devons en être les avocats. Merci beaucoup, cher Thierry. Et oui, les collectivités locales, les régions, mais également les communes et l'Association internationale des maires francophones doit être aussi citée, opérateur de la francophonie à cet instant. Alors, la francophonie est une idée du Sud, vous le savez tous, mais la France y tient une place un peu particulière. Et je suis heureux d'accueillir Gaël de Maisonneuve, diplomate français émérite, qui dirige le service des affaires francophones à la direction des Nations Unies, des organisations internationales et de la francophonie au Quai d'Orsay, qui, quelque part, est le représentant avec l'ambassadeur du ministre aujourd'hui. Donc, cher Gaël, je te laisse la parole pour cette vision France de ce sujet. Merci Philippe et merci Marie-Béatrice, bravo pour cette belle manifestation et bonne fête à tous de la francophonie. Je voulais raconter une histoire en 3 temps dans le peu de temps que vous nous laissiez, mais l'histoire d'un arbre. Les racines d'abord. 2017-2018, quelques graines, quelques initiatives ont été lancées. Marie-Béatrice, avec son étude pour le CESE sur la francophonie des territoires et la francophonie dans tous ses États. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui était à la Villers-Cotterêts avec Jacques Krabal dès avant les élections. Et puis le lancement d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Jean-Baptiste Lemoyne, aujourd'hui ministre délégué. Laëlle Simini, représentante personnelle. Et puis 20 mars 2018, grande manifestation sous l'Institut de France, à la coupole de l'Académie française, où le président de la République lance son grand discours sur la langue française et la diversité linguistique. La même année 2018, c'est le sommet de la francophonie à Erevan, où Louise Mouchi-Kiwabo est élue nouvelle secrétaire générale de la francophonie, et ça permet de lancer une dynamique renouvelée de la relation entre la France et la francophonie. D'ailleurs, dès mars 2019, le président de la République se rend à l'OIF pour célébrer la journée de la francophonie, et nous lançons dans la foulée un partenariat France-Francophonie, un partenariat conjoint qui n'existait pas forcément avant de la même manière. Alors l'arbre grandit, malheureusement arrive une sorte d'hiver, c'est la pandémie, les 50 ans de la francophonie qui devaient se dérouler à Niamey sont annulés, plein d'activités comme Expo Dubaï sont repoussées, mais la dynamique se consolide. À notre niveau, à la délégation des affaires francophones, on s'est dit il fallait qu'on témoigne de cette dynamique, donc on a lancé une infolettre qui montrait que sur Internet, la dynamique continuait. Et puis le troisième temps de cette belle histoire, c'est la floraison, c'est le printemps et c'est l'explosion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à Dubaï, dans l'exposition universelle
français, le pavillon français, et plein d'initiatives arrivent à maturation. On a parlé de TV5 Monde Plus, qui est donc la grande initiative sur l'audiovisuel. On a parlé des jeunes ambassadeurs de la francophonie, qui ont été lancés par Marie-Béatrice, mais qui reçoivent cette année un soutien du gouvernement français au travers de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On a parlé de la francophonie économique. Jean-Loup a parlé de cette dynamique et dont peut témoigner par exemple la rencontre des entrepreneurs francophones à Longchamp au mois d'août 2021. Et nous avons d'autres dynamiques qui vont continuer. 2022, c'est le premier semestre, c'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On était à Pau mardi pour une grande conférence sur la diversité linguistique et la langue française, avec plein d'acteurs qui ont témoigné de cette diversité. Mercredi, Auria peut en témoigner, on a travaillé dur à la CMF, la conférence ministérielle de la francophonie, notamment pour témoigner de notre sympathie collective à l'Ukraine, qui est membre observateur de la francophonie. Et puis, comme Jacques l'a évoqué, Villers-Cotterêts est un des grands aboutissements de toute cette dynamique collective, parce que l'OIF est un partenaire, de même le Canada et le Canada et Québec sont des partenaires de cette Cité internationale de la langue française, qui a été en quelque sorte pré-inaugurée. En anglais, on dit soft opening, mais pré-inauguré, c'est beaucoup mieux. Ce week-end, donc pour cette fin de semaine, pour la fête de la francophonie, et que nous devrions visiter tous à l'automne quand cette cité pourra ouvrir. Et ça sera vraiment une cité interactive, pas un musée figé, mais une dynamique de communication internationale, nationale et francophonie des territoires. Donc voilà, je pense que 2017-2022, c'est vraiment une grande époque. Et merci et bravo encore à tous ces acteurs qui ont permis cette réussite. Voilà. Merci infiniment, cher Gaël. Merci infiniment. Et oui, la France est aussi au rendez-vous. Nous, la francophonie associative fait d'ailleurs très attention pour que les candidats à l'élection présidentielle française s'engagent pour la francophonie. On l'avait fait pour la précédente élection présidentielle avec un pacte francophone 2017-2022 et l'ensemble des candidats déclarés à l'élection présidentielle française ont reçu de la FAL des propositions pour s'engager sur le prochain mandat. Je précise que sur le dernier pacte, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, avait signé le pacte. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux d'accueillir, pour clôturer cette capsule, avant la clôture finale par l'ambassadeur de France, Auria van de Weg. Ai-je besoin de la présenter? D'abord très proche conseillère, évidemment, de Louise Mouchikiwabo, porte-parole aujourd'hui de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est aussi commissaire de l'OIF pour cette exposition universelle. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'OIF. Et merci beaucoup pour les mots que vous allez pouvoir employer maintenant. Mais merci beaucoup, c'est vraiment un honneur pour moi d'être invitée aujourd'hui pour dire ces quelques mots. Alors la francophonie institutionnelle et politique, c'est un très vaste sujet, bien entendu, et je pense qu'on n'aura pas l'occasion aujourd'hui de l'explorer dans tous ces contours. Mais ce que je voudrais peut-être dire et partager aujourd'hui, c'est rappeler qu'au-delà des 320 millions de locuteurs francophones, comme l'a dit le nouveau rapport de la langue française qui était paru ce mois-ci. La francophonie, c'est aussi une institution politique, une institution qui regroupe 88 États et gouvernements unis par la langue française et qui dispose d'un mode de fonctionnement, d'un mode de gouvernance à 3 niveaux. Alors le premier niveau, c'est le Conseil permanent de la francophonie qui regroupe les ambassadeurs des pays membres accrédités auprès de notre institution et qui gère donc les affaires qu'on va dire courantes liées à l'organisation. Le deuxième niveau, c'est la conférence ministérielle de la francophonie qui réunit les ministres plusieurs fois dans l'année et notamment avant les sommets et qui actuellement gère toutes les questions liées à l'administration et aux finances de l'organisation. Et enfin, le niveau suprême, c'est le sommet des chefs d'État de la francophonie, qui est vraiment la plus haute instance politique, qui donne les orientations politiques à la secrétaire générale. Alors moi, je n'ai pas préparé une jolie histoire comme Gaël, mais peut-être que je pourrais raconter l'histoire très brièvement en partant du sommet d'Erevan. En 2018, lorsque Louise Mouchikiwabo a été élue, elle a été élue avec un mandat très, très clair et très fort des chefs d'État qui lui ont demandé d'apporter, de repenser complètement la place de la francophonie institutionnelle sur l'échiquier mondial.
sa pertinence au niveau politique et l'impact de son action. C'est un travail qui est en cours depuis maintenant 3 ans et qui a énormément avancé. Je pense que Gaëlle de Maisonneuve pourrait en témoigner à travers de nombreuses instances, de nombreux groupes de réflexion, vraiment de nombreuses réunions qui ont vraiment réfléchi à comment recentrer la programmation de l'OIF pour avoir beaucoup plus d'impact. Ce recentrage, le fruit de ce travail, il se décline comment ? Tout d'abord par un recentrage de nos budgets sur la langue française, pour privilégier l'éducation, pour passer à l'échelle les programmes d'éducation en langue française et de langue française. Et ce qui est pour nous la base même de notre mission. Le deuxième axe, c'est bien entendu le renforcement de notre action politique, avec l'accompagnement des États et gouvernements, notamment en période électorale, donc toutes les questions liées à la gouvernance démocratique. Et le troisième axe de cette transformation, c'est une coopération renforcée autour de thématiques recentrées que sont l'égalité femmes-hommes, le numérique et les questions liées à l'employabilité des jeunes. Bien entendu, le public, on va dire le public, la cible, si je puis m'exprimer ainsi, prioritaire, c'est la jeunesse, de façon tout à fait transversale entre tous nos programmes. Donc voilà un petit peu en résumé, et je pense que la dernière conférence ministérielle qui s'est tenue le 16 mars, justement, a été un moment fort pour marquer donc les avancées de ce travail de réforme, même si c'est un mot qu'on n'aime pas employer, parce qu'on a adopté lors de cette conférence ministérielle le nouveau règlement unique, qui est un document qui est de façon très précise, qui recadre complètement l'ensemble de nos procédures, de nos façons d'organiser nos instances. Et donc ça, c'est une avancée vraiment majeure. Et juste pour conclure, on a à la fin de l'année le sommet de la francophonie. Je pense que c'était votre question. qui a été décalé, malheureusement, comme tous les événements ont été décalés à cause de la pandémie. Donc on l'attend en novembre à Tunis, et c'est vrai que ce moment sera l'occasion pour la secrétaire générale et ses équipes de rendre compte du travail effectué depuis sa prise de fonction, et surtout sur la mission qui lui a été confiée, et de recueillir les orientations pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Auria Van de Velde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Et la secrétaire générale de la francophonie est passée hier sur le pavillon France. Absolument. Voilà, merci infiniment. Je termine cette capsule. Absolument, Béatrice. Je te cède la parole. Et puis tous en chemin vers Tunis, en espérant évidemment une présence forte des Émirats arabes unis lors de ce sommet du mois de novembre. Merci infiniment à tous. Merci Philippe d'avoir animé avec brio cette séquence importante. Merci Excellence, merci Madame la représentante de la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs qui avaient participé à cet important moment sur les enjeux institutionnels et politiques. Et puis on ne l'a pas dit, mais merci à l'OIF d'avoir accompagné la solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Alors Yvan, je sais qu'il te reste quelques secondes à nous accorder, pour peut-être donner tes quelques phrases choc pour faire la clôture de cette agora. Est-ce qu'Yvan est là? Non, il m'a quitté. Il est parti? Il est parti. Eh bien, donc je n'aurai pas les dernières phrases chocs de Yvan Kabakov, mais je pense qu'il reviendra sur, évidemment, cet événement. Donc, avant bien sûr, Monsieur l'ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, de vous demander de me rejoindre, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous. Je sais que c'est extrêmement frustrant, des prises de parole très courtes, mais c'était la fête aujourd'hui, et c'est la fête de la francophonie. Alors on voulait que ce soit un petit peu dynamique, on voulait que vous puissiez picorer cette grande diversité de la francophonie dans le monde, ici à Abu Dhabi, ici sur le pavillon français. Merci infiniment à Monsieur le commissaire du pavillon français, à son équipe, à
à Amélie au niveau de l'ambassade de France et évidemment à Flora, Jordi, de m'avoir accompagnée depuis 4 mois. Merci à nos animateurs, Oussane, Benjamin et Philippe, d'avoir permis ces petits moments que j'espère vont vous permettre de continuer à engager la francophonie moderne et contemporaine. Merci infiniment à toutes et tous. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous pour conclure cette agora. Alors, pendant que vous nous rejoignez, je peux sans trop d'indiscrétion dire que monsieur l'ambassadeur a été dans la promotion Senghor de l'ENA et qu'aujourd'hui, on a entendu parler 3 fois de monsieur Senghor avec nos jeunes ambassadeurs qui l'ont choisi comme parrain de leur promotion 2022-2023. On les applaudit encore et bravo pour ce choix. Voilà. Avec Benjamin qui nous a fait une merveilleuse présentation tout à l'heure autour du vêtement et du tissu. Et avec vous, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc vous rappelez cette promotion, n'en déduisez pas que j'ai des relations, mais plutôt l'espoir d'avoir des lettres. J'aimerais ajouter mes remerciements aux vôtres et en adresser de tout particulier à son Excellence Zaki Nusseibeh, d'abord pour son français aulique, pour son amitié, sa fidélité à notre pays, pour ce que nous lui devons, qui est le fait que dans cette expo, le français soit langue officielle. Donc vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. Vous savez que la France vous le rend, et notamment puisque vous avez récemment été élu comme membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, je crois que c'est une leçon. Ça montre que la francophonie, c'est un projet d'avenir. J'ai parfois de jeunes collègues qui, vers la fin de l'hiver, gagnés par la sinistrose, se laissent aller à penser, comme l'avait fait René Char dans les années sombres de la France, que la France a des réactions d'épave dérangées dans sa sieste. C'est son beau. Ce que nous voyons, c'est exactement le contraire. La francophonie, c'est un projet d'avenir. C'est aussi un projet du présent. On a vu à quel point des progrès ont été faits ici. Sébastien Lafragette a parlé très justement de l'idée que ici est une terre de mission. Nous sommes dans un pays dont la culture n'est pas forcément, est plutôt anglo-saxonne, mais où le français a fait vraiment d'immenses progrès. D'immenses progrès parce qu'il a été réintroduit dans l'enseignement, dans le curriculum, dans les écoles publiques américaines. Ensuite, parce que nous avons des institutions qui portent la francophonie. On a parlé bien sûr de la Sorbonne à Abu Dhabi, on a parlé également du Louvre, et on a parlé également des alliances françaises. On a donc tout cet écosystème qui vient et qui parle la parole de notre langue dans ce pays, et c'est extrêmement précieux. Nous avons besoin de ceci, et vous y avez fait allusion, et j'aimerais épaissir le trait. Nous avons besoin de cette fraternité de la langue à un moment où elle est malmenée ailleurs. Et il y a actuellement un pays dans le monde où des Russes agressent des russophones, où on bombarde des théâtres. Et rappelez-vous avec Erasme qu'on commence par brûler les livres et on finit par les personnes. J'aimerais conclure sur une autre note, évidemment. Dans Projet d'avenir, il y a projet. Et il y en a de nombreux pour la progression de la francophonie ici. J'aimerais parler d'abord de l'Alliance française de Sharjah, qui devrait nous aider à rayonner dans les Émirats du Nord et à exploiter ce vivier de gens intéressés par la culture et donc intéressés par la francophonie. Et je m'adresse aux spécialistes de Sharjah qui sont dans nos murs aujourd'hui. J'aimerais parler également du renforcement de la francophonie, enfin de l'enseignement francophone dans les écoles. Nous allons essayer d'élargir les cohortes. Donc on a à peu près 8500, je crois que vous indiquez, étudiants qui apprennent aujourd'hui le français dans les écoles publiques émériennes. L'objectif est de passer à 20 000
d'ici 2025, donc de progresser réellement de manière décisive. Et tout ceci intervient alors que nous avons un écosystème d'écoles qui est très dynamique et qu'avec l'augmentation de la communauté française dans le pays, nous misons sur une augmentation aussi de la francophonie et il y a des projets d'écoles qui se montent dans le pays. Donc pour conclure, tout ceci enfin est porté par l'excellente relation bilatérale qui est entre nos deux pays. Vous y avez fait allusion, Votre Excellence. C'est un immense confort pour l'ambassadeur que je suis de travailler dans cet environnement où l'on sait que nous avons ici des amis et donc espérons aussi des amis de notre langue. Merci. Excellent. Je vais vous demander de nous rejoindre quelques minutes et je vais demander aux jeunes ambassadeurs de remettre leur charte à vous-même, Excellence, et à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment, tous les deux. Allez. Et vous la deuxième. Un chacun. Voilà. Et ensuite, avant de partager le pot de l'amitié, je crois, qui nous est offert par Monsieur le commissaire du pavillon français, je vous demanderai de nous rejoindre pour une grande photo, parce que c'est la fête de la francophonie et que cette photo, elle est importante pour marquer ce moment que nous venons de vivre ensemble de l'Agora. Merci. Voilà. Restez à côté de Monsieur Excellence. Merci infiniment. Allez-y. C'est très important. Il y a un an, ça n'existait pas. Voilà, et je vous demande, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur scène pour la grande photo de famille, parce qu'il n'y a pas de fête sans photo de famille. Merci à tous les présidents et présidentes et représentants qui nous ont accompagnés aujourd'hui. On est très fiers. Merci, monsieur le commissaire, de nous avoir permis. Allez, les grands derrière, les petits devant, c'est toujours un peu comme ça qu'on fait. Voilà, madame. Voilà, je vais mettre à côté de toi. T'es plus grande, t'es derrière. Voilà.